Bien, nous arrivons au terme de cette journée. Et pour reprendre une formule célèbre, il faut savoir conclure. Eh bien, pour savoir conclure, il me semble que je voudrais vous guider sur 4 réflexions générales. La première d'entre elles étant de constater le chemin, ça a été dit à plusieurs reprises tout au long de la journée, le chemin parcouru depuis plus de 20 ans, depuis plus de 10 ans, Monsieur le Président, parce que c'est votre anniversaire, si j'ai bien compris, le chemin parcouru qui, de mon point de vue, induit une note d'espoir et une note d'avenir. Deuxième remarque, donc, la note d'espoir. Vous avez vu tout au long de ces 4 tables rondes, finalement, ce dont on a parlé, me semble-t-il, c'est du parcours de vie. Parcours de vie, parcours de soins, parcours scolaire, parcours au travail, parcours à domicile. Et ce parcours de vie montre, à travers toutes les expériences, y compris les bonnes pratiques qui ont été présentées, les initiatives qui ont été relatées, que finalement, chacun à son endroit, chacune des institutions a fait progresser les choses. Ça va bien mieux qu'il y a 20 ans, ça va bien mieux qu'il y a 10 ans, à chaque fois, tant du côté du soin que du côté du scolaire, que du côté du travail, que du côté du domicile. Et ceci pour répondre à notre maman de tout à l'heure, il y a de l'espoir, des choses ont avancé. Je ne vais pas les reprendre tous à ce stade, mais c'est bien ce vers quoi, je pense, il faut aller, et en même temps, mettre en exergue que cette idée de parcours, c'est bien à la fois cette combinaison, à partir des temps de vie de chacun d'entre nous, qui doit exister entre le soin, le scolaire, le travail et le domicile. Mais cette note d'espoir induit finalement une idée simple, c'est que nous avançons vers une société de plus en plus inclusive. Alors on peut considérer qu'elle n'avance pas assez vite, qu'il y a forcément, je vais y venir après, c'est la note d'avenir, il y a forcément des marges de progrès, mais je me permets de dire une chose simple. Une société qui est de plus en plus inclusive, c'est une société qui est de plus en plus citoyenne. Une société inclusive, c'est une société qui est de plus en plus démocratique. Une société exclusive, à vous de deviner la suite. Deuxième remarque, c'est que par cette note d'espoir et les pratiques qui ont été ici rapportées, il y a quand même 2 traits d'union, si je puis dire, ou 2 traits communs qui transcendent cette évolution depuis 20 ou 10 ans. Et je vais reprendre le dernier propos du docteur Gosselin tout à l'heure, qui a redit à sa manière, mais je pense que l'expression est plus que pertinente, répondre en fait aujourd'hui, le paradigme, c'est un changement de paradigme, hein, je veux insister là-dessus. Le problème, c'est pas de classer ou de flécher en fonction des pathologies, le problème, c'est de répondre aux besoins. C'est un changement de paradigme, y compris dans le milieu qui est le mien, préférentiellement encore quelque temps, qui est celui de l'éducation. Ne pas flécher en fonction des pathologies, mais faire en sorte que nous répondions mieux aux besoins exprimés, et comme l'a fort bien dit Dr Gosselin tout à l'heure, les besoins non exprimés. C'est un changement de paradigme. Mais pour aller au bout de ce changement de paradigme, il y a indiscutablement 2 conditions. La première condition, ça a été dit tout au long de la journée, c'est qu'il y a objectivement besoin de décloisonner. Il y a besoin du travail en équipe, il y a besoin de reconnaître l'autre professionnel dans sa professionnalité, mais de faire en sorte que si on a un problème qui est par nature complexe, on ne peut pas le résoudre seul. Et ça, c'est une constante. Vous l'avez entendu, quelle que soit la table ronde. Nous serons d'autant plus riches que nous serons collectifs. Piaget disait en 1936, l'intelligence s'acquiert d'autant plus qu'il y a des échanges entre pairs, P-A-I-R. S. Mais il y a une deuxième condition qui est apparue dans ces 4 tables rondes, c'est la place et le rôle que nous tenons, ou que vous tenez, à donner aux parents, aux familles, dont je rappelle quand même qu'elles souffrent dans leur intimité. Mais
faut profiter en quelque sorte de leur état et de cette souffrance en quelque sorte, parce qu'ils sont aussi experts de vie. Et que toute dimension dans la résolution de problèmes complexes tels que ceux que nous avons à traiter aujourd'hui ne peut pas ne pas se faire sans la contribution familiale. Vous l'avez vu pour l'école, vous l'avez vu pour le parcours de soins, vous l'avez vu pour le travail, vous l'avez vu à domicile. C'est une responsabilité importante que doivent endosser les familles, cette forme d'expertise, en quelque sorte. Et n'ayons pas peur des mots. Les familles sont experts de vie de leurs propres enfants. Ça suppose que si on s'accorde sur cette idée, il faut leur reconnaître cette expertise. Et reconnaître cette expertise, c'est faire en sorte qu'ils participent à la résolution du problème. Troisième remarque, note d'espoir, 2 traits d'union, note d'avenir maintenant. On ne va pas se contenter de ça. Enfin, on sait qu'on a des marges de progrès. Et objectivement, on a pu ici, vous en êtes aussi l'expression aujourd'hui, de la nécessité d'aller encore un peu plus loin, de continuer à œuvrer, si je puis dire. Il me semble qu'il y a 4 marges de progrès entendues cette journée. 4 marges de progrès. Alors c'est presque un programme... Mais je vais quand même y revenir sur cette idée de programme en conclusion finale. Il y a 4 marges de progrès, me semble-t-il, qui ont été 4 parmi d'autres, mais j'en extrais ce que je crois être les principales. La première, ça a été dit à plusieurs reprises, sur la formation, que ce soit la formation des professionnels de santé, on a dit ce matin les médecins de premier recours, que ce soit les enseignants, et j'insiste moi sur les enseignants de classe ordinaire, pas simplement les enseignants spécialisés, qui ont déjà une partie de formation, mais qu'il y ait des marges de progrès dans l'entité de chacun de ces corps professionnels, pas de problème. Ce qui est apparu aujourd'hui et qui est une piste de programme, si je peux dire, c'est les formations intermétiers. Vous conditionnerez la pratique professionnelle par le fait qu'en formation initiale et continue, vous développez les formations intermétiers. Si en formation, entre guillemets, on n'éduque pas les professionnels à travailler ensemble, les probabilités pour que, en initiative propre, si je puis dire, ça se développe, sont un peu plus faibles. Donc, première idée en termes de marge de progrès, faisons en sorte que les institutions, les divers professionnels, puissent intégrer, au moins dans leur formation continue, ces formations intermétiers, particulièrement dans le secteur de la santé et de l'éducation. Deuxième élément de marge de progrès, il me semble qu'on a vu de très beaux exemples d'écosystèmes. Je repense à Toulouse en particulier, mais encore ce qu'a dit le professeur ou ce qu'a dit le Cyril, que je ne connais pas, enfin bref, tout à l'heure, il y a malgré tout, et je rejoins, monsieur, ce que vous disiez tout à l'heure en exprimant votre regret des délais. Dans les marges de progrès que nous avons à faire, c'est ce que j'appelle l'écosystème de l'organisation des réponses. C'est-à-dire que le problème n'est pas tant, je vais y revenir quand même sur le problème des moyens, n'est pas tant l'existence des moyens, c'est de la manière dont on organise cet écosystème de prise en charge, cet écosystème de réponse qui mobilise évidemment des professionnels d'horizons différents, mais qui doivent aussi s'articuler entre eux, c'est l'idée de coordination qui a été exprimée à plusieurs reprises, mais qui doivent aussi être que sur le territoire national, c'est un vrai sujet ça, il y a un maillage de ces organisations, de ces écosystèmes qui soient suffisamment de proximité pour faire en sorte que l'ensemble des familles puissent avoir des réponses, on va dire, avec des délais raisonnables ou entendables. J'insiste, au point où nous en sommes en France, je le dis avec un peu de recul, je fais encore un peu d'éducation comparée, donc je me permets de regarder ce qui se passe ailleurs, sur différents sujets, et pas seulement sur les mathématiques au lycée. Là, en l'espèce, on n'a pas à rougir de ce qu'il y a en termes d'écosystèmes construits. Ce qui manque sans doute, c'est la fluidité à l'intérieur de ces écosystèmes. Et l'autre élément de la fluidité, c'est le maillage territorial. Il ne peut pas y avoir d'inéquité territoriale. Sinon, nous ne sommes pas en République, ou en tout cas moins. Donc, il y a une deuxième piste, me semble-t-il, à faire progresser. La troisième, alors ça a été dit pour cet après-midi, mais je pense que
j'allais presque dire, c'est pas très bien ce que je veux dire, mais on est entre nous. C'est presque normal qu'on se pose la question des adultes autrement aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, la problématique urgente, c'était d'avoir des réponses pour les enfants, si je puis dire. Ils grandissent comme chacun d'entre nous. Et au fur et à mesure, on arrive à une chronologie des événements qui font qu'aujourd'hui, plus qu'hier sans doute, la problématique des adultes est une problématique majeure. Alors, là encore, on voit bien des initiatives, on voit bien des réponses, mais il y a sans doute, d'un point de vue institutionnel et associatif, l'enjeu de l'accompagnement des adultes, tant d'un point de vue de l'accès à l'emploi, sécurisation de l'emploi, tant d'un point de vue vie sociale, vie affective, sans négliger cette approche, sont absolument indispensables. Il y a, je pense, dans ce domaine, au-delà des choses qui sont déjà fort bien faites, mais je pense qu'il y a, objectivement, ça a été dit à plusieurs reprises, une marge de progrès du côté de cette classe d'âge. En plus, vous imaginez cette classe d'âge. Hein, on est sur 30 à 40 ans, mais peu importe. Je pense qu'on est arrivé à un stade de notre évolution, de notre nation, où la situation des adultes doit être mieux reconnue telle qu'elle l'est aujourd'hui, me semble-t-il. Le quatrième point, ça a été un peu évoqué dans la dernière table ronde, ça l'a été aussi, bon, c'est la problématique, on va dire, des moyens. Est-ce qu'on a les moyens qui sont suffisants par rapport aux fins et FIN? Est-ce qu'on a les moyens qui sont en concordance avec les stratégies politiques qui sont développées? C'est une question qui mérite d'être posée. Moi, il y a, dans cette approche des moyens que je ne veux pas sous-estimer, bien qu'étant un représentant de l'État, je veux poser quand même la question de l'équité des financements et de la pluralité des financements. Le collègue ergothérapeute tout à l'heure l'a cité à sa manière. Franchement, quand on sait de quels professionnels en matière d'intervention et en matière d'accompagnement, notamment thérapeutique, les élèves 10 ont besoin, je suis un peu surpris d'une forme d'inéquité qui peut exister selon les professionnels. Et ce serait un vrai progrès, là, pour le coup, qu'il y ait une pluralité d'intervenants qui soient justement rémunérés et participent de la prise en charge. Mon dernier point, et presque en guise de conclusion, je voudrais d'abord, évidemment, saluer les organisateurs, d'abord sur la qualité j'allais dire la semaine, la qualité de la journée, hein, sur la cohérence de la journée. Je le dis avec le recul, vous m'avez fait venir, donc il fallait prendre des risques, vous avez pris des risques, hein, je vous l'avais dit. Mais je trouve tout à fait cohérent cette logique de partir effectivement du soin, diagnostic, l'école, ensuite on est au travail, on est dans l'autonomie de vie, pour ne pas dire à domicile. Donc j'ai trouvé très, très intéressant l'ensemble de la journée, donc je voulais vous saluer, donc je vais vous applaudir. En vous applaudissant, finalement, je ne fais que reprendre une des conclusions que j'avais écrites il y a près de 20 ans, c'est dire que les temps passent. La France est ainsi faite que, finalement, la prise en charge des élèves, des personnes, élèves et adultes, à besoins particuliers, repose certes sur les institutions, qu'elles soient publiques ou parapubliques, mais aussi sur l'association, sur les associations. Donc je veux saluer ici devant vous l'ensemble des associations qui travaillent autour de ces problématiques, la vôtre évidemment, particulièrement pour aujourd'hui. Gardez cet esprit d'aiguillon, gardez cet esprit de novation pour interpeller les institutions, c'est un peu votre rôle, mais gardez en même temps ce type d'initiative qui fait que finalement vous mettez autour de la table des gens d'horizons différents, et c'est ce brassage d'idées, ce brassage de professionnels qui fait aussi avancer les idées, peut-être même générer d'autres initiatives. J'ose espérer notamment que certaines pratiques qui ont été ici présentées vont pouvoir être essemées sur l'ensemble du territoire national. Et puis, dernier mot à Thomas, à Élodie, à Maxence et les autres. Vous nous avez donné une leçon de courage. Vous nous avez donné une leçon d'énergie. Nous qui sommes des adultes un peu âgés, avancés en âge, nos réponses à vous apporter ne sont pas simplement de vous dire « voilà ce qu'il faudrait que nous fassions pour vous ». Non.
c'est de puiser dans votre énergie pour encore aller plus loin. Bravo, continuez comme ça.